Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Parfait. Je vous remercie beaucoup d'être venus si nombreux à cette conférence de presse qui est l'aboutissement d'un très long travail de la Fédération Santé Sociaux, CFDT Santé Sociaux, sur la financiarisation de nos systèmes de soins. Donc moi je suis Ève Rescagnière, je suis la secrétaire générale de la Fédération CFDT Santé Sociaux, je suis infirmière de profession et j'ai commencé ma carrière dans une clinique privée lucrative à l'époque où encore les cliniques étaient détenues par des médecins qui exerçaient leur profession au sein de cette clinique. Début des années 2000, il y a eu un phénomène dans ce secteur-là, c'est-à-dire la vente de ces cliniques privées à des investisseurs et à des investisseurs qui ont envahi ce secteur-là et en ont fait des grands groupes. Donc j'ai vécu moi-même en tant que salarié et syndicaliste les effets néfastes de ces investissements massifs de fonds d'investissement souvent étrangers dans notre système de soins. Pour illustrer ça, vous avez à ma gauche Brice Martin et Michel Goya, qui sont des représentants CFDT au sein du groupe Ramsay, membres aussi dans leur entreprise, mais aussi du comité de groupe européen. À ma droite, vous avez Loïc Lenoc, qui est secrétaire national et qui suit ces entreprises lucratives au niveau national. Vous avez bien sûr Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la Confédération. Et puis à ma toute droite, Mike Lewis, qui est membre de SICTAR et qui va donc développer le rapport que nous avons fait sur Ramsay. Vous aurez ce rapport, vous l'avez sur les tables, mais vous l'aurez aussi en numérique dès la fin de je pense qu'il a été envoyé, enfin là vous l'aurez en numérique incessamment sous peu. Mike, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Comme Yves a évoqué, vous pouvez m'entendre? Merci. Désolé, je suis un peu enroué aujourd'hui. Je suis un chercheur financier pour SICTAR, le Centre pour Center for International Corporate Tax Accountability and Research. Nous menons des enquêtes ensemble avec des fédérations syndicaux partout dans le monde. Et nous voudrions juste aujourd'hui prendre peut-être 5 ou 6 minutes pour exposer les grandes lignes, les grandes lignes de l'étude que nous avons fait ensemble avec nos collègues de la CFDT Santé Sociaux. Au début de cette recherche, nous voulions savoir tout simplement une question très simple, c'est-à-dire à quoi l'argent qui provient principalement des fonds publics était dépensé au sein d'un grand groupe hospitalier privé comme Ramsay Santé, dont dans le cas de Ramsay Santé, dont 85% des revenus proviennent des fonds publics. Les informations financières publiques nous permettent de comprendre au niveau global ce que le groupe dépense en dette, en loyer, en location de matériel, en personnel, effectif, achat, etc. Et ce que l'on voit à ce niveau, c'est une entreprise qui n'est pas ostensiblement trop endettée, qui se développe à l'international, bien sûr, et qui est modestement rentable. Donc, Ramsay Santé ne semble pas être, par exemple, une deuxième hors pair. Mais grâce à les informations que nous avons reçues de nos collègues et aussi une fouille dans les comptes publics des filiales de Ramsay Santé, et aussi, il faut dire, des réponses aux questions que Ramsay Santé lui-même a nous envoyées, parce que bien sûr, nous avons donné l'occasion de répondre aux questions détaillées. C'est-à-dire, nous avons creusé un peu au niveau des filiales qui exploitent des hôpitaux et des cliniques individuelles. Nous avons commencé à voir une certaine tendance
C'est-à-dire que les filiales qui exploitent les hôpitaux et les cliniques enregistrent souvent des pertes persistantes ou au mieux sont faiblement rentables. Et en même temps, il existe des parties, des zones extrêmement rentables du groupe Ramsay Santé. C'est-à-dire des filiales qui détiennent des murs et des terrains des hôpitaux et des cliniques Ramsay et on reçoit des loyers. Et celles qui reçoivent des commissions de vente des fournisseurs des biens et de services des établissements de Ramsay. Nous donnons dans le rapport l'exemple de l'hôpital privé d'Antony, ici à Paris, dont je pense que nous avons quelques collègues ici. C'est-à-dire l'hôpital parisien phare de Ramsay Santé. Et malgré un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros par an, cet hôpital a enregistré des pertes en 2020, 2021 et 2003 et de faibles bénéfices dans des autres années. Mais les constructions et terrains de l'hôpital non rentables sont détenus par une filiale distincte qui s'appelle HPA 3. Et HPA verse à HPA 3 plus de 11 millions d'euros par an en loyer et autres charges sur lesquelles HPR 3 a enregistré en 2023 un résultat net de 61%. Et c'est-à-dire que essentiellement ces filiales très rentables qui détiennent soit le droit de recevoir des commissions de vente, soit les actifs immobilières du groupe, servent comme des zones de rentabilité qui permettent Ramsay Santé au niveau mondial de garantir le remboursement des emprunts souscrits pour son expansion à l'international et notamment pour racheter les 260 hôpitaux et cliniques du groupe hospitalier scandinave Capio en 2018. Et grâce à cette expansion, les actifs du groupe ont triplé depuis 2018. De la même manière, une entité de chasse centralisée interne de Ramsay, qui s'appelle PASS, reçoit des commissions de vente pour les achats de tous les hôpitaux et les cliniques. Cette filiale supporte des frais faibles, ce qui permet à la filiale d'enregistrer des marges bénéficiaires annuelles entre 67 et 85% sur ces commissions. C'est un niveau de profit bien sûr supérieur à la marge bénéficiaire de Ramsay Santé. Et ces profits internes servent également comme une garantie au remboursement des emprunts. Pourquoi est-ce que ça c'est problématique? Parce que ça concerne bien sûr des flux de bénéfices qui restent en théorie à l'intérieur du même groupe. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'au niveau des cliniques, des loyers et de commissions de vente peuvent exercer une pression sur d'autres coûts de soins. Et notamment les achats et les charges externes des cliniques et des hôpitaux de Ramsay ont augmenté d'une manière significative depuis que Ramsay Santé a acquis ces cliniques et ces hôpitaux. Et la deuxième raison, c'est que déplacer des bénéfices en interne par le biais des loyers et l'augmentation des coûts d'achat pourrait transformer les hôpitaux et les cliniques potentiellement rentables aux établissements déficitaires. Ce qui diminue bien sûr les primes d'intéressement et de participation du personnel. Mais en poursuivant notre traque d'argent, nous avons découvert aussi que les hôpitaux et les cliniques de Ramsay Santé versent des flux d'argent beaucoup plus importants vers plusieurs grandes fonds d'investissement spécialisés dans l'achat de biens immobiliers de santé, qui reçoit des paiements d'environ 2045 millions d'euros par an, c'est-à-dire entre 5 et 9% du chiffre d'affaires du groupe. Et ces accords de sale and leaseback, c'est-à-dire la vente des murs et des terrains des hôpitaux pour
qui oblige bien sûr les cliniques et les hôpitaux de payer des loyers importants au long terme. Ils entraînent bien sûr cette obligation de s'acquitter des loyers, mais ces accords de sale et leaseback placent des obligations, des charges d'exploitation, des frais d'entretien, des taxes financières, des taxes foncières à la charge du locataire, c'est-à-dire les hôpitaux et les cliniques. Et les bailleurs n'ont que leurs propres frais d'emprunt et d'administration à déduire de ces revenus locatifs, ce qui conduit généralement à des marges bénéficiaires extraordinairement élevées. Notre enquête montre que les 4 fonds immobiliers de santé, les plus grands en France, c'est-à-dire Premier Healthcare, précédemment ICAT Santé, Cofinimo, un fonds belge, Eroeal et Premier REM, ont reçu presque 500 millions d'euros de revenus locatifs chaque année. Ils ont enregistré des bénéfices d'exploitation entre 65% et 134%. Et chaque année, entre 40 et 130% de ces revenus locatifs, financés en grande partie par l'État, ont été versés directement aux actionnaires. C'est-à-dire, ça concerne des retours sur investissement financés par des fonds publics qui rendraient extrêmement jalouses, on peut dire, des entreprises réputées pour leur rentabilité, comme Apple ou Google. Et au niveau national, nous publions dans ce rapport la première estimation globale d'un chiffre, c'est-à-dire de la charge globale de ces loyers aux propriétaires privés à travers le secteur de santé et de soins en France. Et nous avons calculé, grâce au compte des fonds eux-mêmes, que le secteur pourrait verser chaque année 2,5 milliards d'euros chaque année à ces fonds d'investissement privés. C'est une somme suffisante pour couvrir les salaires de plus de 80 000 infirmières. Et voilà, donc de toute évidence, nous montrons la charge d'un flux énorme d'argent aux investisseurs privés qui n'ont même pas besoin d'entretenir la structure physique des hôpitaux, des cliniques et des EHPAD qu'ils détiennent. Personne ne doute, bien sûr, que le secteur a besoin de capital. Ils peuvent l'emprunter ou ils peuvent vendre des actifs, des murs et des terrains. Mais notre étude pose la question, est-ce que ces flux énormes de l'argent public vers des investisseurs privés représentent vraiment une bonne affaire, soit pour les patients, soit pour les travailleurs et les travailleuses, soit pour les contribuables et l'État. Merci. Juste avant de vous laisser la parole, pour essayer de rendre concret un peu tout ça, parce que c'est quand même assez technique, les montages financiers. Si on peut vulgariser un petit peu, ça veut dire que lorsque Ramsay achète une clinique, il achète la clinique, une autre filiale à lui achète les murs, et donc la clinique doit verser des loyers à cette filiale. Et donc pour une clinique, c'est aussi un jeu de pouvoir sortir l'argent de l'entité juridique clinique qui produit l'activité de soins, afin aussi de se mettre, donc c'est un déficit partiellement artificiel, et donc ça lui permet de pouvoir déjà maîtriser sa masse salariale, puisque la clinique est en déficit, donc il n'y a pas de participation, il n'y a pas d'intéressement, mais il n'y a pas non plus de négociation salariale possible, vu que la clinique est déficitaire. Et ça lui permet aussi de pouvoir faire une action de lobbying auprès des gouvernements en disant regardez, nous sommes un acteur majeur du système de soins français, ce qui est le cas. Et aujourd'hui, alors ce qui est avancé aussi, c'est que nous produisons des soins
à coût moindre que celui de l'hôpital public. Mais ça aussi, on peut répondre à cette question-là. C'est comme comparer des choux et des carottes, hein, parce que il n'y a pas la même chose dans le tarif d'une clinique privée qui ne paie pas de médecins, puisque les médecins sont en libéral dans les cliniques privées, qui a un contrat avec ces médecins libéraux et donc qui louent leur bloc opératoire et le personnel qui va avec. Donc il n'y a pas du tout les mêmes choses dans les tarifs. Et donc ça lui permet de créer artificiellement, au moins partiellement, un déficit, de maîtriser sa masse salariale et surtout de pouvoir demander au pouvoir public encore plus d'argent pour maintenir l'activité de soins. Donc vous voyez que ça a des conséquences concrètes pour certains, enfin pour les cliniques, pour les salariés de ces cliniques-là, mais aussi pour les soins, parce que quand on décide de ne pas investir dans de l'achat du matériel pendant une année, ce qui est le cas dans certaines cliniques aujourd'hui à Ramsey, pour maîtriser le déficit, ben vous voyez qu'à terme, on peut avoir aussi une dégradation de l'activité des soins. Donc, ce qui semble un peu loin de la qualité des soins que l'on peut prodiguer dans ces cliniques est en fait très en lien et à terme pourrait avoir des conséquences néfastes, quand on sait en plus que les cliniques privées lucratives, pour certaines, alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'elles choisissent leurs patients, mais en fait du fait de leur activité, ont aussi une patientèle qui est différente de celle de l'hôpital public. Et ça c'est aussi prouvé, hein, c'est-à-dire que les cas les plus lourds sont quand même traités par l'hôpital public, puisque les cliniques privées cherchent des activités avant tout rentables. Et donc, beaucoup d'ambulatoires, très peu d'hospitalisation. Maintenant, ils développent l'hôpital de jour. C'est un secteur qui est très agile, qui surfe sur les choses très rentables et qui sont capables d'orienter leur activité très vite, très fort, sur des activités très rentables. Et donc, d'en changer autant. Je vous donne un exemple. Au début des années 2000, l'activité très rentable, c'était la maternité. Et donc les cliniques privées ont cherché à développer ces activités de maternité, de gynéco-obstétrique, allant jusqu'à truster les néonatologies aussi, les services de néonates, en ayant des grosses autorisations sur ces terrains-là. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins rentable, c'est beaucoup plus risqué. Donc, ils se sont plus ou moins retirés de ces activités-là. Voilà, tout ça a énormément de liens et très concret sur notre activité syndicale et c'est ce qu'on recherche, c'est pour ça qu'on s'y est intéressé. Marie-Lise, je ne sais pas si tu veux. J'ai quelque chose à dire. Merci beaucoup. Un complément, parce que du coup, je pense que je voulais remettre peut-être 2-3 éléments de contexte un peu plus globaux sur le pourquoi du comment. Et j'imagine que lorsque vous avez reçu l'invitation, vous avez dit mais qu'est-ce qu'un syndicaliste va donc faire dans cette histoire et dans cette étude. Et l'étude, elle est extrêmement rigoureuse. Donc je voulais vraiment remercier la présentation aussi qui a été faite par Mike du CITAR. Ève vous a très très bien expliqué en quoi ça avait un impact direct sur notre activité syndicale. Et ce que je voulais rappeler, c'est qu'on n'est pas dans le cadre on n'est pas dans un rapport à charge. On est dans une étude de cas approfondie, de démonstration qu'il y a un problème et que ce problème, c'est la question de l'opacité et du manque de transparence. On a une question qui a guidé ces travaux, c'est comment est-il possible aujourd'hui que l'économie de rente du secteur lucratif privé se développe dans une telle opacité. Et je pense que, modestement mais sûrement, ce rapport, il permet justement d'éclairer et de mettre en lumière ce qu'on considère comme un dysfonctionnement. Et c'est un dysfonctionnement qui, aujourd'hui, je pense, nécessite d'être posé dans le débat public et que les pouvoirs publics apportent des réponses, parce qu'il n'y a pas... avec cette opacité et cette boîte noire, on ne répond pas aux enjeux démocratiques
qui nous traverse aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, je pense que c'est inentendable pour des citoyens et des citoyennes, pour des professionnels de santé, des salariés, pour des usagers, de voir qu'il y a de telles mécaniques possibles dans un contexte budgétaire extrêmement contraint, et où on dit à tout le monde, il va falloir faire des efforts. Je pense que démocratiquement, ça n'est pas acceptable et que ces travaux-là, ils rejoignent tout à fait ce que l'on porte dans le cadre des discussions sur le PLFSS, projet de loi de finances de la sécurité sociale, où la CFDT, dans sa globalité, porte ce besoin de transparence et cette attente accrue que les acteurs économiques rendent plus de comptes sur ce qu'ils font de l'argent public. Donc ça rejoint complètement ce qu'on a appelé, nous, la conditionnalité des aides. Et l'idée, je le précise, elle n'est pas de faire le procès qu'il puisse y avoir des aides publiques aux entreprises. La question, c'est quelle transparence peut-on avoir sur cette utilisation et surtout quelle efficacité? À quoi ça sert? Et ça, on le porte depuis plusieurs années maintenant. Et dans le débat actuel où on nous donne le vertige avec tous ces milliards d'euros qu'il faut trouver, je pense que c'est utile d'avoir ce type d'éclairage, d'études, de cas approfondis qui posent un certain nombre d'interrogations sur ces fonctionnements, comment est-ce qu'ils sont possibles et comment on peut accepter aujourd'hui en 2025 que des fonds publics permettent se traduisent dans un système financier qui servent de tout autres intérêts que ceux des usagers et des citoyens dans leur globalité. Donc, je dirais que dans le cadre des propositions aussi qui sont faites, la question c'est la transparence. Comment on ouvre la boîte noire et qu'on peut donner à voir de façon beaucoup plus ouverte, à avoir une compréhension et une lisibilité de ces mécanismes. Je tenais vraiment à souligner cette complémentarité entre ce qui peut être porté au niveau confédéral et dans différents champs professionnels. Mais là, pour le coup, aujourd'hui, c'est le travail qu'a initié et mené avec des grands professionnels de ces sujets. Je pense que c'est utile au débat public et que ça doit permettre d'avoir aussi un certain nombre de réponses de la part des pouvoirs publics et puis des professionnels également, parce que là, j'entends parler beaucoup de la Fédération de l'hospitalisation privée pour ce qu'on appelle trivialement l'avenant 33. Je pense que, je ne sais pas si tout le monde voit de quoi il s'agit, mais lorsqu'on a des employeurs qui signent un accord qui prévoit des revalorisations salariales, qui prévoit une rénovation des classifications, et qui, au moment de passer à la concrétisation de cet accord dans lequel ils se sont engagés, vont taper à la porte des pouvoirs publics et des ministères en expliquant qu'ils n'ont pas les sous, je pense que on est dans notre rôle aussi de dénoncer ces pratiques, de montrer leur caractère, en tout cas de poser dans le débat public, est-ce qu'il y a une logique à ça et est-ce que c'est souhaitable dans notre démocratie, et puis de renvoyer chacun à ses responsabilités. Et donc je pense que c'est un argument de plus pour renvoyer aux employeurs leurs responsabilités lorsqu'ils s'engagent dans un accord. Ils doivent en assumer les conséquences jusqu'en bout et prendre leurs responsabilités vis-à-vis des salariés qui sont concernés. Voilà, donc un grand merci pour ce travail et cette complémentarité très CFDT. Voilà, maintenant on va passer à vos questions. Bonjour, pas sûr que ça marche, si ça marche. Laurent Barthélémy de l'AFP. Je voulais savoir, est-ce que vous avez identifié finalement où allait cet argent, tous ces dividendes très élevés, à qui ils bénéficient? Puisque
Normalement, est-ce qu'il bénéficie un petit peu à Ramsay Santé, par exemple? Parce que normalement, ce n'est pas dans l'intérêt de Ramsay de payer des loyers très élevés. Et voilà. Alors, est-ce qu'il y a un retour vers Ramsay de tous ces fonds? Il y a d'autres questions, on va prendre 3 questions et puis après on fera la réponse. Bonjour, Manuel Magresse de Mediapart. J'avais une autre question qui suivait celle de mon confrère. C'est la proportion de murs chez Ramsay qui sont détenus par des fonds de pension, comme vous le disiez, ou par des filiales de Ramsay. Quelle est la proportion détenue par ces deux familles de possibilités? Oui, Philippe Richard de Ouest France. Vous dites qu'il y a un risque sur la dégradation de la qualité des soins, mais c'est un système qui est mis en place déjà depuis un certain temps. Est-ce que vous mesurez déjà les indices de dégradation de la qualité des soins en lien avec ce système? Merci. Donc, 3 questions, merci. Le premier, cette question, c'est qui bénéficie essentiellement, qui sont les... qui reçoit éventuellement ces flux d'argent impressionnants. Alors, les accords de sale and leaseback, les accords de cession-bail, bien sûr, ils bénéficient Ramsay Santé parce qu'ils leur permettent d'avoir des capitaux pour... alors, principalement pendant les dernières années, pour l'expansion à l'international. Les actifs du groupe ont triplé entre 2018 et 2022, notamment avec l'acquisition de ce grand groupe des hôpitaux suédois, scandinaves, Capio, en 2018. Donc, essentiellement, c'est une forme, on peut le considérer comme une forme d'emprunt. Et c'est les hôpitaux et les cliniques eux-mêmes qu'il faut payer essentiellement. Ce n'est pas l'intérêt sur un emprunt, mais c'est des loyers à long terme importantes. En termes des actionnaires des fonds d'investissement privés, ce que nous avons voulu faire dans ce rapport, c'était de mettre une lumière sur ces fonds d'investissement je pense, peu connus. Bien sûr, tout le monde connaît bien sûr les noms des grands hôpitaux comme l'hôpital privé Antony, l'hôpital privé de l'Est lyonnaise, l'Hôtel Dieu, etc. etc. Mais ces fonds d'investissement privés spécialisés dans l'immobilier de santé, comme ICAD Santé, actuellement Primia, comme BNP Paribas qui est détenu par BNP Paribas, comme Cofinimo, cette grande fonds de côté en bourse belge. Ils sont des noms qui ne sont pas très familiers, je pense, au grand public. Leurs actionnaires, leurs investisseurs comptent des individus, des fonds de pension, des autres structures, des autres montages, des investisseurs en Europe et ailleurs. Et ce que nous voudrions souligner, c'est que les profits de ces fonds d'investissement bénéficient de plusieurs diminutions et subventions, effectivement, de l'imposition, soit en France, soit en Belgique, soit ailleurs. Et c'est un peu difficile de trouver des chiffres pour le taux d'imposition sur ces fonds, mais pour les 2 fonds que nous avons pu trouver des chiffres, ils paient un taux d'imposition entre 0,3% et 4,3%. C'est-à-dire à partir des sources publiques. Et c'est grâce au régime fiscal dédié aux fonds d'immobilier, qui s'appelle les régimes fiscaux pour les Real Estate Investment Trusts,
En France, ça s'appelle le régime des sociétés d'investissement immobilière cotées. Donc, ils sont exonérés essentiellement, en grande partie, des impôts. Bien sûr, les actionnaires qui reçoivent des dividendes payent à leur tour un impôt et de plus aussi un impôt retenu à la source. Mais cette imposition peut être réduite via un certain nombre d'exonérations et de réductions, par exemple pour les revenus de fonds de pension, les revenus provenant de biens immobiliers situés à l'étranger, des conventions fiscales entre les différents pays européens, etc. Et donc, essentiellement, ces régimes d'exonération fiscale représentent une subvention publique supplémentaire accordée par les gouvernements européens pour des fonds qui extraient des profits générés grâce à des fonds publics. La deuxième question, la proportion des murs et des terrains qui sont détenus pour les propres comptes de Ramsay Santé et qui sont détenus par les autres. Je peux vous donner peut-être après cette séance des chiffres plus exacts, mais nous donnons dans le rapport l'exemple du ICAD Santé, c'est-à-dire Primera Healthcare, qui détient, alors je pense que je pense que c'est à peu près 50% des murs et des terrains qui sont détenus par des investisseurs tiers. Donc le marché pour ces actifs d'immobilier de santé, c'est assez concentré en France. Ça, c'est important à souligner. Et ces 5 grandes fonds d'investissement privés, nous estimons, on reçoit, comme j'ai dit, presque 500 millions d'euros par an en revenus locatifs. Et donc, un énorme flux d'argent alimenté par des fonds publics sont versés vers peut-être juste 4 ou 5 fonds d'investissement privés. Quels sont les impacts concrets sur la qualité de soins ou la qualité de prise en charge par ces... peut-être je peux passer la question aux collègues qui sont sur la ligne de front. Je vais commencer après, ils compléteront. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ce sont des acteurs financiers qui cherchent à prendre le contrôle de l'offre de soins. Donc, ça se traduit par une recherche accrue de profit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une recherche accrue de profit, et comment ça se traduit? Ça peut entraîner une réduction des ressources allouées aux soins, et là, on le voit. C'est-à-dire qu'on cherche à optimiser les procédures. Et donc, ça se traduit par une standardisation des traitements, et la priorité est donnée aux interventions les plus rentables. Et donc, les économies, il n'y a pas de petites économies dans une clinique privée. Vous venez vous faire opérer en ambulatoire, vous avez l'impression d'aller à la piscine. Vous êtes accueilli, vous avez des vestiaires d'un côté, des casiers de l'autre. On vous fait déshabiller dans un vestiaire, on vous fait mettre vos affaires dans un casier, puis vous attendez dans une salle d'attente complètement déshumanisée. Complètement, voilà. Donc déjà là, on perd en qualité d'accueil, on déshumanise complètement une intervention chirurgicale, un soin quel qu'il soit. Pour un professionnel de santé, accueillir un patient comme ça, ce n'est pas dans l'éthique professionnelle dans laquelle on a appris notre métier. Donc déjà, ça pose un problème, ça déshumanise complètement les prises en charge. Donc ça compromet complètement la personnalisation des soins, en fait, et la qualité globale des traitements. Quand vous arrivez, il y en a qui sont stressés, il y en a d'autres qui sont moins stressés, et tout ça est standardisé, donc il n'y a plus la place pour tout ça. Bon, après, on l'a vu, l'impact que ça peut avoir sur les salaires
quand même, on a une convention collective qui aujourd'hui, parce que les employeurs refusent d'appliquer la nouvelle classification que l'on a négociée, qui comporte 17 coefficients en dessous du SMIC. 72, pardon, 17 rien que pour le sanitaire. Donc 72 coefficients en dessous du SMIC. Donc vous pouvez voir qu'une aide-soignante, par exemple, si on ne bouge pas ça, si on ne traduit pas ça, peut rester 20 ans au SMIC. Donc pas de perspective de carrière, pas de reconnaissance de l'expérience acquise dans son travail au sein de cette clinique. Du coup, les gens, il y a un peu plus de turnover, donc on garde un peu moins le personnel, donc il y a une précarisation de l'emploi, clairement, et une détérioration des conditions de travail, puisqu'on vous demande de faire, jusqu'à présent, on demandait à ces personnels de faire mieux avec la même enveloppe. Maintenant, on leur demande de faire mieux avec moins de ressources. Donc, vous voyez très bien comment cette pression pour maximiser la productivité, eh ben, elle peut entraîner d'abord un épuisement professionnel et affecter même la santé mentale et physique des employés, et donc une certaine aussi désengagement dans son outil de travail. Et donc forcément tout ça impacte la qualité des soins. Alors aujourd'hui encore, on a aussi une question qui est centrale dans comment mettre à jour cette dégradation de la qualité des soins. Et c'est aussi pour ça qu'on s'adresse aux citoyens et qu'on a envie que les citoyens comprennent qu'est-ce qui est à l'œuvre. Mais vous voyez bien que l'accès aux soins se dégrade et qu'aujourd'hui, pouvoir être opéré dans des délais très courts, pouvoir avoir une prise en charge dans des délais très courts et pouvoir se soigner relève aussi d'une forme de gageure dans certains territoires, et que donc du coup, pour l'instant, les patients ne sont pas portés à la contestation, même si on voit quand même de plus en plus d'incivilité dans nos établissements, qu'ils soient publics ou privés. Vous voulez compléter et donner des exemples concrets? Oui, un petit complément sur la répercussion que ce dossier peut avoir, notamment sur les conditions de travail. Notre boulot à nous, ça a été plus de se pencher sur les répercussions que ça a sur le terrain, sur les salariés aujourd'hui qui ne comprennent pas trop qu'on demande un financement de l'État pour pouvoir avoir des augmentations salariales sur une grille conventionnelle qui n'a pas bougé depuis des années. Et bien évidemment nous mener à un impact sur la qualité des soins, puisque si on a des conditions de travail dégradées, effectivement on va se retrouver avec des qualités de soins dégradées aussi. Donc les répercussions que ça a sur les établissements, c'est bien évidemment sur l'intéressement, sur les primes d'intéressement, sur les primes de participation. Ça génère un turnover énorme sur énormément d'établissements de salariés, des salariés qui n'ont plus envie aujourd'hui d'être CDIsés, puisqu'ils sont mieux payés en CDD qu'en CDI sur nos établissements de santé. Et des salaires qui sont devenus non attractifs dans tout ce secteur. Pardon, pour exemple plus concret aussi, les répercussions sur les conditions de travail et les salariés, l'impact sur les salariés, c'est qu'aujourd'hui on voit que justement le groupe Ramsay a sorti en fin 2024 notamment une note de cadrage qui demande d'aller chercher, de faire un effort, chercher 15 millions d'euros, 5 millions d'euros sur le siège, 10 millions d'euros sur les établissements, et tout ça, donc ils ont mis en place une note de cadrage avec notamment le gel de tout recrutement de personnel hors soignant, tout ce qui est administratif, mais dans le hors soignant, ils y mettent les ASH. Or, pour travailler dans de bonnes conditions, on a besoin des ASH, on a besoin des administratifs, parce que si le patient arrive et il n'a personne pour faire le dossier, on a besoin de tout le monde. Hein. Un établissement travaille et vit avec tous les salariés, qu'ils soient soignants, administratifs, techniques. Voilà. Et donc, par rapport à ça, aujourd'hui, toute absence ou tout recrutement ne peut se faire que sur un dossier qui est monté par le directeur de pôle, qui, lui, le transmet à la direction Ramsay, et c'est eux qui valident si on recrute ou on ne recrute pas. Donc ça va être du personnel en moins,
une activité qu'on va rechercher pour pouvoir atteindre les budgets. Donc, comme on dit, c'est travailler plus avec beaucoup moins de personnes. Et aujourd'hui, ça, les salariés ont du mal à le supporter. Comme l'a dit mon collègue Brice, les gens ne veulent plus de CDI. Ils travaillent mieux et gagnent mieux en faisant des CDD. Ils travaillent mieux parce qu'ils choisissent leur jour de travail. Et bien entendu, on ne travaille pas les dimanches, on ne travaille pas les nuits. Un CDI sur un roulement, un soignant aujourd'hui, voilà, ça fait partie de notre métier. Donc ils choisissent leur jour de travail, ils gagnent mieux, et on a des gens en CDI qui démissionnent pour venir travailler après en CDD. Et tout ça, ça a un impact parce que qui dit qualité des soins dit une stabilité des équipes, qui a quand même son importance fondamentale. Et travailler avec des gens avec des personnes qui viennent sur une seule journée, forcément, c'est pas un travail d'équipe et on travaille donc moins bien que quand on a une équipe complète, qu'on a une cohésion et forcément, conditions de travail sont bien meilleures. D'autres questions? Oui, bonjour. Oui, Elisa Houdin, journaliste à Que Choisir. J'avais une question sur les fonds d'investissement. Vous parlez notamment de ICAD et vous dites que c'est un fonds privé, mais la Caisse des dépôts est largement actionnaire. Ça interroge sur les pouvoirs publics et leur volonté d'intervenir sur cette question, dans la mesure où je ne pense pas qu'ils ignorent, et notamment s'ils sont partiellement actionnaires des mêmes fonds. Donc je voulais savoir quelle est l'imbrication, selon vous, de tous ces acteurs et qu'est-ce qui est éventuellement possible, ou qu'est-ce que vous croyez possible? Une autre question? Oui, comme vous avez dit, ICAD Santé était précédemment détenu par la Caisse des dépôts et consignations. En 2023, je pense, un fonds d'investissement qui s'appelle Primerim a acquis la participation dans ICAD Santé précédemment détenue par le fonds ICAD de la Caisse des dépôts et des consignations. Et donc maintenant c'est une fonds privée, mais comme vous avez dit, il y avait la même tendance pendant que le fonds était détenu effectivement en grande partie par l'État. Et comme nous avons évoqué pendant la dernière question, il y a aussi la question d'une subvention fiscale, c'est-à-dire une subvention publique accordée aux fonds d'investissement immobilier par les États européens, y compris la France. Et donc, vous avez raison exactement que cette question comprend donc en partie une question de la politique de l'État. Et de plus, c'est important de souligner ici, même si, bien sûr, nous avons mené notre enquête, notre cas d'étude sur un grand groupe des hôpitaux et des cliniques privées, ce problème de la spéculation immobilière au cœur du système de santé et de soins ne se limite pas aux hôpitaux, aux cliniques, aux EHPAD privés, c'est-à-dire à bout lucratif. Il y a aussi, bien sûr, plusieurs grands hôpitaux publics, par exemple, qui ont également cédé ces murs, etc., pour avoir des capitaux. Mais votre question, bien sûr, soulève la question la plus grande. Si vraiment l'État déjà accorde soit des subventions aux fonds d'investissement comme ça qui fournissent le capital au secteur, ou si, en certains cas, c'est l'État qui sont l'actionnaire de ces fonds d'investissement à l'époque.
Est-ce que c'est vraiment une bonne affaire? Est-ce que c'est vraiment une bonne utilisation du fonds public de créer ces fonds, ces flux d'argent énormes du système de santé et de soins vers des fonds d'investissement? Voilà. Ce que vous dites est très vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, justement, on fait ce travail aussi pour essayer d'éveiller des consciences sur ce sujet, mais on n'est pas sûr du tout qu'effectivement, en face de nous, on ait des gens qui veuillent vraiment réguler le secteur. Et c'est aussi pour ça, notre rapport va être donné aussi à qui de droit. C'est-à-dire, on est en pleine discussion sur le PLFSS, donc il va être envoyé aux parlementaires et aussi au ministre, à la ministre de la Santé et à Monsieur Neuder aussi, justement pour leur poser la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Si je reviens à l'avenant 33, on est en plein là-dedans, c'est-à-dire qu'on a un accord qui est signé en février 2023, et c'est aussi pour illustrer combien les gouvernements successifs ont été mal à l'aise avec ça. On a un accord signé en 2023 qui aurait dû s'appliquer au 1er janvier 2025 avec effet rétroactif sur 2024. Et une chambre patronale une chambre patronale qui ne cesse de demander des fonds au pouvoir public pour appliquer cet accord. Ça fait 2 ans que ça dure maintenant. Et donc vous voyez bien comment le gouvernement est mal à l'aise jusqu'à se laisser mettre en Conseil d'État par la CFDT, puisqu'ils n'ont même pas étendu cet accord. Parce que justement, ils n'arrivent pas à mettre l'enveloppe en face, ils ne savent pas s'ils vont mettre l'enveloppe ou pas. Donc oui, il y a aussi, au bout de tout ça, aujourd'hui, le projecteur que la CFDT met, elle le met sur les employeurs, elle le met sur les opérateurs du secteur. Peut-être que demain, il faudra le mettre sur les pouvoirs publics et sur leur façon de gérer cette problématique-là. Mais ce travail aussi est une chance pour eux de s'en saisir et de regarder les propositions que nous faisons sur la régulation de ce secteur et sur le contrôle des aides et de l'utilisation de l'argent public. Bonjour, Henrik Morera des Échos. Je voulais savoir comment vous réussissez à flécher la partie de l'argent public versé à une entreprise comme Ramsay Santé qui va directement dans les fonds immobiliers et qui perçoivent les profits en question générés. Comment vous réussissez? Quelle est la part finalement sur l'argent public versé qui bénéficie directement du coup qui termine dans les caisses des fonds immobiliers? Et enfin, je voulais savoir quelles étaient les alternatives à un tel système selon vous. Vous venez d'évoquer la possibilité des pouvoirs publics de se saisir de vos propositions. Vous ne les avez pas évoquées, ces propositions, ou alors je les ai ratées. Pouvez-vous nous les donner, s'il vous plaît? Merci. Oui, Mariette Camerer, Protection sociale information, ça rejoint la dernière question sur les propositions pour réguler le système. Qu'est-ce qu'il faudrait faire changer dans la réglementation actuelle? Dans la première question, si j'ai bien compris, c'est quand est-ce qu'on a calculé la proportion des fonds publics qui arrivent vers les fonds d'investissement privés. Ce que nous avons calculé, ce que nous avons estimé, c'est les revenus immobiliers fournis par les hôpitaux, les cliniques et les EHPAD aux fonds d'investissement privés. La proportion de ces revenus locatifs qui sont effectivement alimentés par les fonds publics, ça dépend
à la proportion des revenus de chaque hôpital, de chaque clinique, de chaque EHPAD, qui provient des fonds publics. Dans le cas de Ramsay Santé, par exemple, ils ont nous informé en fait que 85% de ces revenus en France proviennent des fonds publics. Mais bien sûr, ça peut être différent pour des différents établissements, des différentes activités de santé, de soins, etc., etc. Donc, ce que nous pouvons dire, ce que nous pouvons calculer, c'est les revenus locatifs tirés par des investisseurs tiers du secteur de santé et de soins. Ce qui est important de souligner, c'est que notre chiffre, c'est 2,5 milliards d'euros, c'est certainement, ça sous-estime certainement le chiffre vrai, parce que ça ne compte pas les loyers qui sont versés par des hôpitaux publics et les cliniques publiques. Et il y a bien sûr un nombre important des hôpitaux et des cliniques importantes publiques qui versent aussi des loyers, qui ont cédé leurs murs et leurs terrains aux investisseurs tiers. Est-ce que ça répond dans une manière adéquate à votre question? Sinon, bien sûr, je peux expliquer peut-être plus tard ou maintenant le méthode de calcul de ce chiffre. Plus ou moins. Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris. Les 85% de revenus provenant de fonds publics que vous déclare Ramsay. Ça, c'est pour Ramsay, oui. C'est sur l'ensemble de leur chiffre d'affaires. Oui, exactement. Exactement. Et la génération de ces revenus par la location des murs, quelle est la part de cette génération de revenus? Voilà, qui provient essentiellement des frais qui sont chargés qui sont reçus par les hôpitaux, par les cliniques, etc. Vous voudriez ajouter? Ouais. En fait, c'est bon là? Ouais. Les revenus d'une clinique, d'un hôpital, ce sont ce qu'ils perçoivent de la part de la sécurité sociale et des caisses de mutuelles complémentaires santé pour payer l'intervention, etc., etc. Et donc tout ça, aujourd'hui, ça représente 85% des revenus totaux du groupe Ramsay. À ça, ils rajoutent des revenus qui sont issus de tarification pour avoir une chambre individuelle, un forfait petit déjeuner Master Gold, dans lequel vous avez une vieille biscotte et un pauvre fond de jus d'orange, etc., etc. On a même vu dans un groupe voisin instaurer des forfaits administratifs d'entrée, forfaits administratifs de sortie. Quand on a regardé en quoi ça consistait pour la personne qui était chargée de l'accueil, quand il y en avait encore, à rentrer votre carte vitale dans la machine et dire, bon ben voilà, j'ai fait votre dossier administratif d'entrée puisque j'ai transmis les données de votre dossier administratif à la Sécu et à votre mutuelle, et dossier administratif de sortie, c'est éventuellement, je vais passer un coup de fil pour que quelqu'un vienne vous chercher, que vous ne puissiez pas rentrer tout seul à la maison. Donc ça, c'est la totalité des revenus issus de soit la Sécu, les mutuelles, ou ce qu'on appelle, nous, le reste à charge pour les usagers. Vous avez des choses annexes, comme faire payer le parking. Voilà, c'est aussi ça, le reste. Voilà. Et ça, c'est aussi un problème. On en parlait hier soir, là, un exemple aussi concret. Comme il n'y a pas de petit profit, quand vous êtes hospitalisé, le premier jour de l'entrée n'est pas facturé par la sécurité sociale, vous ne pouvez pas le facturer à la sécurité sociale, et le dernier jour de sortie, vous ne pouvez pas le facturer non plus. Par contre, vous pouvez le facturer à la mutuelle. Proposition CFDT, pardon. Oui, alors nous, on a des propositions très concrètes qu'on a déjà
formulées notamment auprès des parlementaires, mais nous, vous l'aurez compris, chaque clinique est une entité juridique, ce qui leur permet en fait de ne jamais donner la vision financière, enfin, la feuille financière du groupe, vous ne la voyez pas. Vous voyez que celle, l'ARS ne voit par exemple, ou le ministère ne voit que la situation financière de cette clinique, de cette autre, voilà. Donc nous, ce que l'on demande, c'est de la publication des comptes consolidés au niveau du groupe, et de pouvoir la consolidation et la publication donc de ces comptes consolidés de toutes les structures financées par les cotisations sociales des contribuables, hein, parce qu'en fait c'est ça l'enjeu, hein, pour garantir cette transparence qui nous manque tant sur l'utilisation des fonds publics, et aussi pour prévenir les dérives financières. Si on avait eu les comptes consolidés d'Orpea, on aurait peut-être évité un scandale et une crise financière majeure de l'offre de soins médico-sociale. On demande aussi au pouvoir public de flécher leur financement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je cite Madame Vautrin, lorsqu'on donne 1 euro à une clinique privée, on ne sait pas où il va. Donc, même une ministre de la Santé reconnaît qu'il n'arrive pas à flécher les financements publics. Quand on donne une enveloppe financière pour des augmentations salariales, ça a été fait dernièrement, on n'a aucun contrôle, c'est-à-dire on ne sait pas si la totalité de l'enveloppe financière a été bien donnée pour des augmentations salariales. Et on peut se douter, au vu des augmentations salariales proposées, que ce n'est pas le cas. Donc là aussi, on a une opacité, on a une obligation de contrôle sur, d'abord, parce que si l'État donne de l'argent public pour augmenter les salaires des salariés, la moindre des choses, c'est que ce soit fait. Et donc, on a vraiment besoin de ça, quoi. Et les salariés en ont besoin aussi. Pour nous, il faut aussi renforcer le dialogue social, et notamment, aussi, on a des comités de groupe européens qui n'ont aucune prérogative. Donc, c'est un endroit d'info-consulte et encore consulte sur pas beaucoup de choses. Donc, nous aussi, on demande le renforcement du dialogue social au plus près des décisions stratégiques de ces groupes. Et donc, on doit pouvoir, les syndicats et les représentants du personnel doivent pouvoir surveiller et signaler des pratiques financières douteuses pour protéger les intérêts publics et pour protéger l'accès aux soins. Et puis surtout, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une obligation de réinvestir des profits dans l'activité de soins. Et ça, aujourd'hui, aussi, ça ne se fait pas. Et aujourd'hui, si un groupe privé lucratif qui déciderait que telle clinique n'est plus rentable, qu'il y a trop de concurrence sur un territoire et que pour la rendre rentable, cela nécessiterait trop d'investissement, elle a la possibilité de tuer l'activité, voilà. Elle ne renouvelle pas ses contrats avec ses médecins, elle a des possibilités de faire en sorte d'arrêter une activité sur un territoire donné parce qu'il ne serait pas assez rentable ou on n'aurait pas assez d'argent public pour pouvoir mener à bien les activités. Donc on a vraiment aussi, et donc il faudrait qu'il y ait une obligation de réinvestir les profits et que ce ne soit pas à la main des opérateurs, que l'offre de soins ne soit pas à la main de ces opérateurs privés, mais bien à la main des pouvoirs publics qui décideraient que là, il faut telle offre de soins ou telle autre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce que vous
disait Marie-Lise tout à l'heure, c'est qu'une de nos revendications principales, c'est que sur tous ces mécanismes-là, il y a une transparence totale. C'est pas gagné. On ne va pas se raconter d'histoire. Nous, on souhaite que ce soit transparent et su et connu de tous. Ce n'est pas le cas de Ramsay dans un premier temps, ni de beaucoup de personnes qui ont intérêt au secteur. L'an dernier, à cette époque-ci, on apprend que le Sénat va faire une enquête sur la financiarisation de la santé. Instantanément, avec Fabien et Anne, on se met en contact avec les sénateurs qui sont en charge de cette étude. Et on leur dit, on a des choses à vous dire, parce qu'on travaille avec SICTAR sur la financiarisation, l'immobilier en particulier, et sur tous les autres secteurs, on a plein de choses à vous dire. Oui, oui, c'est bien, on vous auditionnera. Le temps passe, l'été arrive, on n'a toujours pas de nouvelles, on les rappelle. Oui, ben finalement, on ne va pas auditionner les organisations syndicales, et le Sénat publie à la rentrée un rapport. Bon, il est épais, mais ce n'est pas du lourd. Clairement, dans ce rapport, on caresse dans le sens du poil. On ne va pas voir là où il y a des choses qui fâchent, et vous n'y trouverez strictement rien sur tout ce que SICTAR et Mike viennent de vous présenter. Donc, quand on a rencontré ultérieurement pour un autre dossier une des membres de la commission, on leur a dit « mais vous vous êtes rendu compte que les opérateurs vous ont menti et hontément ?» Oui, oh ben... Et en fait, même le directeur général de la CNAM reconnaît que face aux opérateurs de la santé lucrative, que ce soit les cliniques, les labos, etc., ils sont payeurs aveugles. Ils n'ont aucune capacité d'investigation parce qu'aucune loi ne le leur permet. Donc c'est pour ça que nous, on exige une transparence et donc effectivement des évolutions législatives en la matière, parce que les 2,5 milliards d'euros au-delà de pouvoir financer 82 000 postes infirmiers, c'est quand même à l'origine vos cotisations de sécurité sociale, vos cotisations de complémentaire santé, qui finissent dans les coffres-forts des retraités trumpistes en Floride. Là, aujourd'hui, on a mis le focus sur Ramsay et sur l'hospitalisation privée, mais si vous avez consulté notre dossier de presse sur la financiarisation, vous avez pu constater que cette financiarisation, elle est rampante, elle touche toutes les activités du soin. Et aujourd'hui, par exemple, si vous voulez faire une prise de sang, vous n'avez pas le choix, d'autre choix, que de la faire dans le secteur privé. Ce qui veut dire que ce qui leur permet quelque chose de très simple, mais un laboratoire d'analyse médicale extra-hospitalière peut aujourd'hui négocier ses tarifs avec la CNAM. Si elle estime que ces tarifs ne sont pas suffisamment importants, elle peut brandir la menace du déconventionnement. Vous entendez ça beaucoup en ce moment, les médecins généralistes, les laboratoires d'analyse médicale pratiquent ça, la menace du déconventionnement, donc du tarif libre, et vous n'aurez pas d'autre choix en tant que citoyen, en tant que patient, que d'aller faire dans votre prise de sang dans un établissement qui est déconventionné et donc qui sera en tarif libre. Donc les mutuelles, que vont-elles faire? Ben voilà, elles vont augmenter leurs tarifs pour faire face à ce déconventionnement ou alors se désengager parce que ça sera à la charge du patient. Donc soit vous aurez l'argent pour vous payer votre prise de sang, soit vous ne l'aurez pas et vous ne pourrez pas le faire. Donc on a aussi beaucoup d'enjeux par rapport à ça. C'est un enjeu majeur pour notre offre de soins et surtout l'inégalité d'accès à cette offre de soins. Elle est rampante. Voilà, aujourd'hui, vous allez à l'hôpital public pour une intervention. On va vous dire, j'ai 6 mois d'attente. Vous allez aller dans une clinique privée. Vous aurez 6 mois d'attente, sauf si vous acceptez de mettre 5 000 € de plus. Et alors là, vous serez opéré dans les 15 jours. C'est aussi ça qui se joue. Et donc, la transparence, il y en a besoin, mais aussi on a besoin de reprendre un peu la main sur cette offre de soins
parce qu'on est en train de la perdre, on est en train de perdre la main sur notre système de santé français. Voilà. Et puis, il y a une chose qui est... Alors, pourquoi on en est arrivé là? Ben, quand vous êtes une mairie et que vous devez montrer une crèche, vous avez projet de monter une crèche sur votre commune, parce que ça répond à des besoins, et que vous, si vous le faites, ça vous mettrez 5 ans, alors qu'un opérateur privé peut le faire en 6 mois, eh ben voilà. Donc on a aussi des questions à se poser sur ça. C'est comment les pouvoirs publics, les collectivités locales répondent aux besoins de la population, pas en 10 ans, quoi, mais de façon rapide. Ben, eux, ils savent faire. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont ouvert des crèches dans des mairies. En 6 mois, ils l'ont fait. Et 2 ans après, ils cessent l'activité. Et comme ils sont propriétaires des murs, eh ben, ça crache. Et c'est pas l'activité qui a fait que... c'est pas quand ils exerçaient l'activité. Non, c'est parce que la caisse d'allocation familiale leur a permis d'acquérir ces murs à moindre coût, avec encore de l'argent public. C'est très bien décrit dans le livre de Victor Castanet, hein, Les Ogres, mais c'est bien ça. Et c'est de ça qu'on parle aussi. Et donc, en toute bonne foi, des mairies ont donné les moyens à ces opérateurs privés de prendre la main sur notre offre de soins et d'accompagnement français. Et ça, c'est aussi en train d'irriguer le secteur social, et donc c'est rampant, quoi. Et là maintenant, si on ne prend pas conscience tous ensemble qu'il faut faire quelque chose, on va perdre la main sur notre offre de soins et d'accompagnement très rapidement. Une dernière question, vous avez évoqué les mutuelles, et justement, il me semblait que certaines mutuelles aussi répondant du code de la mutualité avaient fait des investissements, avaient plusieurs investissements immobiliers aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans le cadre de ce rapport et que vous avez étudié ou pas du tout, dans le cadre de la financiarisation de la santé? Alors ça sera peut-être l'objet d'un prochain rapport, puisque là on est dans l'économie sociale et solidaire, et on n'est pas dans le secteur lucratif, donc là on s'est attaché à regarder le secteur privé commercial, mais enfin nous, on l'appelle toujours lucratif, mais voilà. Mais oui, il y a peut-être effectivement la prochaine focale sera peut-être l'associatif, enfin le privé non lucratif aussi, qui répond pas, qui n'a pas le même statut, hein, c'est pas, voilà, ce sont des établissements qui n'ont pas vocation à être bénéficiaires et qui, eux, en plus, se sont soumis à l'extension des accords, mais aussi à l'agrément, c'est-à-dire qu'ils sont directement financés, eux, 100% avec de l'argent public. Donc on est, mais oui, effectivement, la question de la mutualité, du code de la mutualité et de leur investissement massif. Aujourd'hui, on a des entreprises qui font de l'hospitalisation, de l'ambulance, du funéraire, hein, enfin, voilà, de la crèche, hein, du SSR. Enfin, vous pouvez faire, oui, par exemple, le groupe Vive, vous pouvez faire toute votre vie chez Vive, de la crèche jusqu'à l'enterrement, quoi. Vous avez tout le panel, voilà. Ça pose des questions, effectivement, aussi. Il y a sûrement matière à aller chercher. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pourriez aller voir ce qui concerne les sociétés commerciales immobilières de la Croix-Rouge. C'est pas piqué des hannetons non plus. Y a-t-il d'autres questions ? Juste par rapport à ce qu'on préconise, alors on fait un état des lieux qui est relativement inquiétant. Et là, c'est mieux ? Non ? Ouais. Donc on fait un état des lieux qui est relativement inquiétant, mais qui a pour but d'éveiller les consciences. Et clairement, c'est pour ça qu'on travaille avec SICTAR, dans d'autres pays, d'autres choix commencent à se mettre en place. Vous verrez dans les préconisations, par exemple récemment le Parlement flamand vient de voter une loi obligeant tous les opérateurs bénéficiant
de fonds publics dans le cadre de la prise en charge des personnes âgées à une transparence intégrale. Et le premier exercice sur lequel ils vont devoir s'y mettre, c'est 2025. Donc c'est la preuve que quand les pouvoirs publics et le législateur décident de mettre en place des systèmes de régulation, de surveillance et de transparence, c'est possible. Maintenant, c'est pour ça qu'on va transmettre ce rapport aux parlementaires. On espère qu'il va y avoir une prise de conscience, parce que les fossoyeurs qu'avait rédigé Victor Castanet avaient provoqué un électrochoc. Effectivement, plus jamais ça, c'est un scandale, etc., etc. Sauf que depuis, il n'y a pas eu forcément énormément d'évolutions permettant aujourd'hui de réguler le secteur. Et là, on voit clairement avec l'immobilier de Ramsay que, pour vivre heureux, continuons à vivre cachés. Donc c'est pour ça qu'on vous a fait cette étude et qu'on espère que ça aura un peu d'effet, à la fois pour ce que disait Ève, les besoins de santé de la population, pour l'intérêt des salariés et des usagers, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, et en particulier les 2,5 milliards qu'on estime, serait beaucoup mieux s'ils étaient réinvestis dans l'offre de santé à la population de ce pays. Une petite question sur la transparence fiscale. Effectivement, maintenant, il existe quand même des accords internationaux sur le country by country report. Est-ce que Ramsay est trop petit pour être dans l'obligation de faire la transparence, de présenter des comptes consolidés ou pas? Est-ce que c'est un problème de taille, effectivement, et voilà, comment ça fonctionne? Il faut que je vérifie, mais je pense que oui, en termes de loi européenne, c'est trop petit. Mais bien sûr, rien n'empêche l'entreprise de faire un reporting selon les standards de Global Reporting Initiative, notamment parce que ces revenus proviennent en grande partie des fonds publics. Et donc, une de nos recommandations, c'est que toutes les grandes entreprises dont les fonds les revenus proviennent des fonds publics, devraient suivre cette standard de Global Reporting Initiative. Oui, voilà. Après, on peut se poser des questions sur est-ce qu'un établissement de santé doit être racheté à la barre d'un tribunal? Enfin, voilà, on parle de soigner la population française. Donc, on a des choses à interroger en tant que citoyen. Ça dépasse la question syndicale. C'est en tant que citoyen, c'est mettre en avant ces choses-là. Est-ce qu'on peut vendre des lits d'hospitalisation? Est-ce qu'on peut vendre une activité de soins à la barre d'un tribunal comme une vulgaire entreprise de biens et de services? C'est quel sens on donne à la santé de la population française? Aujourd'hui, on est en train de le perdre avec des mouvements perpétuels entre groupes, parce que bien sûr, les requins ne se mangent pas entre eux, et donc cet équilibre, voilà, ça a été dénoncé pour Orpea, mais il y a bien d'autres entreprises auxquelles on pourrait s'intéresser, et y compris chez Ramsay. Voilà, comment se font les rachats, vers qui, comment il se fait, pourquoi c'est eux qui arrivent à décrocher la timbale, et quels sont les critères pour qu'ils puissent accéder à ces services. C'est aussi une question qu'on peut se poser. On vient de tirer un fil, le fil de la pelote. On ne sait pas où il va nous mener, mais il va peut-être nous mener beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Je peux ? Bonjour, Blandine Boutonnet. Je suis sur le micro, là. Je suis ex-directrice des ressources humaines et juridiques des centres de santé COSEM, centre associatif à but non lucratif, accompagné de 2 collaborateurs, ex-collaborateurs, puisqu'il y a 2 ans, nous avions émis une alerte, un signalement très fort au procureur de la République et à la CNAM, qui avait émis un article 40 d'ailleurs auprès du procureur, pour signaler déjà une financiarisation de la santé très importante, très grave, et en effet une spéculation immobilière qui avait mené le COSEM à un redressement judiciaire, puis à une liquidation judiciaire.
nous avions en effet émis nous aussi des vœux de transparence, de contrôle des fonds publics et en effet de bénéfices réinvestis dans la santé et non dans l'immobilier, puisqu'il semblait que, et ça a été vérifié, que nous étions en réalité non pas sur une mission réelle de soins, mais surtout une mission d'achat immobilier, au prétexte de la santé. Le COSEM a été... J'apporte juste un témoignage qui est en lien direct avec Ramsay et avec ce que vous dites, hein, c'est pour ça que je me permets de le faire. Le COSEM a donc été mis en liquidation judiciaire. Le tribunal a décidé d'ailleurs de le faire auprès du tribunal de commerce et non auprès du tribunal judiciaire. Donc on était sur une opération commerciale pour une association normalement qui doit être jugée au tribunal judiciaire. Et l'ironie du sort, c'est que avec le soutien de l'ARS, et je crois, si je peux me tromper, de l'assurance maladie, mais l'ARS, j'en suis certaine, c'est qu'il a été décidé de confier les rênes du COSEM à Ramsay, avec un argument très fort. C'est que Ramsay ne s'intéresse pas du tout à l'immobilier. Ramsay est très solide et n'a qu'un seul souhait, c'est la santé. Donc depuis juin 2024, Ramsay a pris les rênes du COSEM, centre de santé, dispensaire, accès secteur 1. Donc après les hôpitaux, ce sont maintenant les centres de santé, voilà, qui était, je dirais, un peu le dernier accès aux soins en secteur 1, l'accès pour tous, sans s'intéresser évidemment à l'immobilier, mais en étant quand même directement avec une offre conjointe d'une société immobilière. Voilà, je voulais savoir si ça faisait écho et ce que peut-être vous en pensiez. Bien sûr, oui, ça fait écho, c'est exactement ce que je viens de dire, hein, c'est-à-dire comment on peut, voilà, maintenant, à qui on donne et comment on traite ces sujets. Voilà, comment on traite ces sujets, ça nous était arrivé sur la Croix-Rouge aussi, où on a des centres de soins à but non lucratif dans des zones qui pratiquent le secteur 1, enfin des zones d'éducation prioritaire, par exemple, où l'accès aux soins n'est pas si facile que ça et tout ça, et on les vend à des gros opérateurs privés lucratifs qui vont pratiquer du dépassement d'honoraires ou qui sont pas du tout, c'est antinomique, quoi. Voilà, donc aujourd'hui se pose la question de, effectivement, je l'ai posé, ça fait écho et c'est ce que je dis, quand on va dérouler la pelote, on va peut-être tomber sur des choses telles que vous les décrivez et avec la complicité aujourd'hui des pouvoirs publics qui trouvent très pratique en fait qu'un opérateur de santé reprenne très vite ce genre de truc et se pose pas plus de questions. Et tout ça maintenu aussi parce que vous avez en face de vous des gens, vous avez vu ce genre de rapport, forcément on va passer par des explications techniques qui sont pas... faut prendre un peu de temps pour comprendre le mécanisme, pour savoir où l'argent va. C'est pas si facile. Nous, ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce rapport pour vous produire quelque chose. Voilà, donc ça demande du temps. Et vous aurez remarqué quand même, aujourd'hui plus que jamais, on est vraiment dans du très court-termiste. Au niveau des politiques, donc on est vraiment, on a des gouvernements à 3 mois, donc vous voyez, on est plus que dans du court-termiste là, on a du fast, du go fast là, c'est vraiment, voilà, on peut pas s'attacher à un ministre de la santé, moi j'en ai eu 8 en 1 an, donc vous voyez, c'est vraiment, ça va très vite et je peux pas ni m'attacher ni travailler, voilà, il y a ça aussi. Donc, il faudrait aussi réfléchir tout ça de façon globale, raisonnée et de long terme. On ne peut pas juste prendre des décisions, ce type de décisions, qui sur le coup semblent n'engager à rien, mais qui transforment profondément le système de santé français. Je crois qu'on va s'arrêter là. Si vous souhaitez qu'on poursuive, on a des petits salons pour des interviews avec les uns et les autres, que ce soit nous à la tribune ou les gens du COSEM. Voilà.